Donc c'est un débat qui est assez unique dans son genre sur les classements entre guides. On a réuni une très belle table aujourd'hui. Donc je vais les laisser se présenter, on va peut-être faire un tour de table, et animé par Caroline Delage, que vous connaissez de C8, et voilà, qui travaille avec William Lémergie dans William à midi. Donc, et qui est également la productrice d'Au Tableau. Je ne sais pas si vous connaissez le format Au Tableau, mais c'est Macron qui passe devant un tableau pour expliquer aux enfants ce qu'est la gauche et la droite, la séance dont on se souvient le plus. Donc, je vais laisser Caroline animer et peut-être chacun se présenter. Alors on fait un tour de table, chacun un petit mot pour se présenter, l'un après l'autre. Jacques Bally, je vous laisse commencer. Bonjour, Jacques Bally, je suis le président du guide Goemio. J'ai pris mes fonctions il y a un an, au mois de janvier 2019, et nous avons sorti notre guide de 2020 le 4 novembre au Moulin Rouge en faisant une très grande fête qui a été, à mes yeux, un très très beau succès et j'en suis très heureux. Bonjour, Anne Luzin, éditrice de magazines, à la base de presse professionnelle, notamment avec le magazine Le Chef. Puis récemment, on a racheté Turiès. On est également à l'origine d'un prix qui s'appelle le Chef de l'année, qui a lieu depuis 32 ans, une élection de la profession, et depuis 6 ans, les 100 chefs, qui est d'un point de vue international. Bonjour, Michael Ellis, je suis actuellement le directeur culinaire du groupe Jumeirah, un groupe d'hôtellerie basé à Dubaï. Et avant Jumeirah, j'étais pendant 7 ans le patron du guide Michelin. Et bonjour, je suis Hélène Pietrini et je suis la directrice des World 50 Best, donc basée à Londres et Paris. World 50 Best, restaurant et bar. Et donc on attend Jean-Claude Ribaud qui va nous rejoindre. Qui est là, qui est le cofondateur de La Liste, Jean-Claude Ribaud. La Liste, c'est le nouveau classement qui avait été lancé par le Quai d'Orsay il y a quelques années, et dont la particularité est de reposer sur un algorithme. Donc il va vous expliquer ça beaucoup mieux que je ne saurais le faire, mais on peut déjà commencer le débat. Il nous rejoint, me dit-il. Et comme tu le disais, Philippe, c'est une grande première de réunir tous ces classements, tous ces guides ensemble. Ça va? Vous vous entendez bien? Quelle est l'ambiance entre vous? Beaucoup mieux maintenant. Dis celui qui est sorti du système, en fait. Mais ça reste dans mon cœur. Vous vous connaissez? Vous vous fréquentez? Oui, Jacques m'a invité au Goemio, au Moulin Rouge, il y a quelques semaines. Je suis venue. C'était super, ça allait. Oui, parce que je pense qu'en fait, on fait partie d'un écosystème dont on a chacun d'entre nous envie de réaliser une opération. C'est en faire sa promotion, sa réussite et son succès. Alors, il y a une petite compétition, forcément, mais il y a surtout un engouement commun pour une belle réussite collective. Absolument. Et comment vous expliquez qu'il y ait de plus en plus de classements, chaque fois un nouveau? Comment trouver sa place? Est-ce que vous êtes complémentaires? Comment vous vous différenciez entre vous? Bon, je pense que c'est très bien. Enfin, aujourd'hui, quand on regarde vraiment de près les guides, de mon point de vue, chaque guide est très différente, que ce soit la méthodologie, l'audience, les objectifs. Donc, moi, je pense que c'est complémentaire. On ne peut pas dire qu'il y a trop ou pas assez. Je pense que le plus qui est guide, le plus qui est liste, le plus qui est critique, c'est à chaque consommateur de trouver le guide qui corresponde à ce que lui ou elle veut lire. Donc, moi, je pense qu'il y a une certaine concurrence dans la mesure que quand on a besoin des sponsors, évidemment, il y a une concurrence pour le business model, mais au niveau d'avoir purement des expressions, des critiques ou d'opinions sur un restaurant, c'est très positif. De toute façon, ça suit un engouement qui existe quand même depuis 15 et 10, 5 ans. Ça ne cesse d'augmenter, cet engouement pour faire de nouvelles expériences culinaires dans le monde. Et les gens organisent leur voyage en fonction de où ils vont manger, chez qui ils veulent aller, quelle cuisine ils veulent tester. Il y a quand même un mouvement de fond qui justifie le fait que plusieurs entreprises, plusieurs marques se lancent dans des classements. Et puis après, je pense que les chefs, notamment, si on parle des classements de chefs, c'est le sujet, aiment bien aussi savoir comment se positionner aussi. C'est un univers qui est très divers, avec des façons de cuisiner très différentes. Alors quand on part à l'international, c'est encore exponentiel. Et donc je pense qu'il y a aussi un besoin de se positionner, savoir où on en est, savoir comment on avance. Il est évident que quelqu'un qui a 40 ans de cuisine derrière lui, c'est pas la même chose que quelqu'un qui en a 5. Donc je pense qu'aussi, il y a des choses à apprendre, et il y a ce besoin de savoir où on se place justement sur cette cartographie mondiale gastronomique. Alors Jean-Claude Ribaud, on parlait des différences entre les différents classements. Le vôtre, il est scientifique. Est-ce que c'est sa particularité?
Alors, il est scientifique, oui, car il utilise des objets de la science, mais il reste, malgré tout, sujet à une interprétation qui est notre vision de la gastronomie, non pas française seulement, mais globale, mondiale. Bon, mondialisation oblige, on s'est dit, après tout, essayons, puisque certains prétendent nous raconter qu'il y a 50 meilleurs restaurants dans le monde. Allons beaucoup plus loin, nous, quels sont les meilleurs restaurants du monde? Et essayons pour cela de trouver un moyen qui puisse être objectif, entre guillemets, c'est-à-dire nous appuyer sur les guides gastronomiques. On en a repéré la première année 350 et aujourd'hui environ 720 qui sont publiés sur la planète, qui sont exploités. Nous utilisons également évidemment les réseaux sociaux qui font l'objet d'une intégration dans une espèce de boîte informatique qu'on appelle un algorithme et qui soumet donc tous les établissements que nous identifions aux mêmes critères, obligatoirement, n'est-ce pas, et par définition. Donc on peut dire que c'est scientifique. Donc pour résumer, vous avez un algorithme qui va prendre en compte les classements des différents guides que vous avez recensés. Absolument, même les articles de presse avec un indice de fiabilité sur tel ou tel article de presse en fonction de la source. Absolument. Et c'est ça qui va produire votre classement. Exactement. Mais alors, évidemment, ce que nous avons arbitré, et c'est là où il y a intervention humaine, nous avons fait des dosages, évidemment. D'abord entre les guides. Alors, je ne vous donnerai pas, ça c'est notre secret de fabrique en quelque sorte, c'est notre savoir-faire, mais on l'a appuyé sur une enquête auprès de chefs du monde entier pour avoir le sentiment, la température de la profession au sens large sur les guides. Quels sont les plus sérieux, les plus crédibles, les plus, selon eux. Et nous avons, en fonction de ça, établi une pondération, évidemment, dont je ne vous donnerai pas les chiffres exacts, mais qui sont admises, disons, par le milieu et par la profession. Voilà alors notre ambition, c'est quoi dans cette histoire? Alors on a dit, évidemment, c'est le Quai d'Orsay le Quai d'Orsay n'a jamais mis un rond dans cette histoire, et c'est simplement le fait que le personnage et la personnalité qui a pris en charge le montage de toute cette affaire et qui la dirige, c'est Philippe Faure, qui est ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, ancien président également de Goemio, dans les années 97 à 2000, je crois, et ancien ambassadeur, alors par ailleurs au Maroc, au Japon, etc. Donc, oui, donc c'est sa personnalité. C'est sa personnalité. Ouais. Et derrière ça, on est un tout petit groupe à faire quelque chose qui, malheureusement, n'avons pas les moyens de financer des déplacements dans le monde entier pour aller vérifier les tables en question. En fait, à la différence des autres... Donc c'est la grosse différence aussi entre... Ce n'est pas une affaire de fric. Voilà, c'est la différence entre la liste et les autres guides, c'est que vous ne visitez pas. Alors Hélène Pietrini, est-ce que vous visitez, vous, les restaurants? Non, puisqu'on utilise leur travail. Ouais. Ah bon? Je croyais qu'on était boycottés. Non, ce que je voudrais rajouter... Les 50, c'est vous. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas compris, les 50, c'est vous. C'est ce qui établissait le classement des 50 dont parlait... Non, les 50 meilleurs restaurants sont le résultat d'un vote d'un panel de 1040 personnes qui sont réparties dans le monde entier, qui sont à parité hommes-femmes, et qui sont un tiers des chefs des restaurateurs, un tiers de journalistes gastronomiques et un tiers de gastronomes. On a chacun, nos guides, nos classements, c'est le résultat d'une méthodologie, de parti pris de départ, et on n'est que la représentation de ces méthodologies. Vous venez de décrire la vôtre, on a tous soit des inspecteurs, soit des votants, un algorithme et tout un système. C'est des partis pris de départ. Et je ne pense pas qu'un d'entre nous revendique publier un classement ou un guide qui soit 100% objectif. On ne revendique pas l'objectivité de la scène culinaire mondiale. On n'est que le résultat d'une méthodologie. Donc la mienne, c'est un vote d'experts mondial. Et tous les ans, on a cette cartographie des meilleures expériences culinaires mondiales. Voilà. Et chaque votant répond à la fameuse question qui est: quelles sont les 10 meilleures expériences culinaires que vous avez eues sur les 18 derniers mois? Sur ces 10, il faut qu'il y en ait au moins 4 en dehors de leur région, ce qui force un petit peu le caractère mondial de la liste finale.
je récupère les votes, on compile et on publie le top 50. Là, je simplifie, mais c'est la méthodologie des 50 best. On comprend bien. Et c'est peut-être aussi la difficulté souvent des classements, et je me mets dedans, mais c'est cette... peut-être, je vais me permettre de dire, l'opacité de ces méthodologies qui est compliquée et je pense souvent attaquée. Nous, on a pris le parti parce que c'était notre ADN de faire parler la profession, de ne faire parler que la profession. C'est-à-dire qu'on n'interroge que les chefs 2 et 3 étoiles dans le monde. Alors on va me dire, oui, mais pourquoi les 2 et 3 étoiles? Il y a des pays où il n'y a pas le Michelin, il y a des choses très bien. Oui, c'est vrai, donc tout est critiquable. Après, nous, on a considéré que les plus à même de parler d'une profession, c'est les professionnels. Donc il n'y a pas d'histoire de gastronome ou de journaliste. On s'est juste dit, voilà, ceux qui sont à même de parler du travail des autres, c'est les professionnels. Mais encore une fois, voilà, nous, on a pris le Michelin parce que c'est historique, parce que c'est une institution, une référence. Et le résultat, c'est que dans les 100 qu'on publie... Donc vous êtes en train de faire de la peine, je vois, à votre Oh, voisin. je fais peine à personne. Non, je la connais trop bien pour qu'elle me fasse de la peine. Non, je crois qu'il y a une méthodologie, chacun parle de sa méthodologie. On parle de restaurant, on parle du monde. J'entendais nos précédents orateurs faire le débat sur ce qu'est un restaurant, pas un restaurant, où on est bien, pas bien. Et puis au milieu de tout ça, il y a le chef. Je crois que le mot le chef est un mot qui nous unit tous. Et nous, au Goemio, ce qui nous intéresse au-delà de tout ça, c'est ces gueules de vie. C'est justement, si on fait des critiques, si on déplace nos enquêteurs, si on va les voir, ce n'est pas uniquement pour aller se mettre sur la très forte personnalité de l'assiette au moment d'une dégustation, mais le parcours d'évaluation que nous faisons dans notre méthodologie, c'est de s'intéresser à tout un parcours de vie. Parce que je crois qu'il n'y a pas d'instantanéité d'une assiette. Je crois que la résultante d'un travail qui est renvoyé à un public... maintenant très averti, eh ben on a besoin de lui renvoyer ce parcours de vie. Parcours de vie, ça veut dire par où je suis passé, quelles ont été mes étapes de vie personnelle, ce vers quoi je tends en tant qu'individu, en tant qu'humaniste ou pas. Tout ça, ça se retrouve dans une assiette. Alors, et avec tout le respect que j'ai pour nous tous, et j'essaie dans ma vie quotidienne d'être extrêmement solidaire les uns des autres et de ne jamais attaquer, mais je pense, j'ai le sentiment que le cœur du dispositif reste le travail du chef autour de sa vie qu'il a menée jusqu'à l'arrivée d'une assiette et ceux qu'il a réunis autour de lui, c'est-à-dire souvent des producteurs, des artisans. Voilà, ça, c'est le cœur de notre métier. Après, l'algorithmique, les ambassadeurs, etc., tout ça, c'est, comme vous le disiez, notre méthodologie. Il faut revenir au cœur du dispositif, le chef, ses producteurs, artisans et son parcours de vie. Alors Michael Ellis, en quoi le Michelin est-il complémentaire, différent de tout ça? Oui, enfin le Michelin est différent dans le sens que le Michelin existe depuis 120 ans. Je pense déjà par l'histoire du Michelin, c'est différencié. Le fait que, à ma connaissance, c'est le seul guide aujourd'hui qui a les employés 100%, qui sont salariés, qui payent leurs additions d'une façon anonyme et qui sont quand même, ils ont les talents, ils ont la capacité olfactoire et gustative pour vraiment, c'est lié, c'est physiologique, hein, c'est biologique, la capacité de vraiment goûter. Et ça, c'est quelque chose qu'on teste avant de les faire rentrer. Mais non, mais je veux dire que le 50 Best a fait un travail absolument remarquable pour faire mettre la lumière sur les chefs. Moi, j'étais même jaloux des réussites du 50 Best. Sur la médiatisation des événements, c'est quand même... Donc le Michelin a été jaloux du 50 Best quand même. Dans la mesure, sur le fait... Sur la médiatisation. Sur la capacité d'avoir le buzz médiatique et d'attirer les chefs. C'est des fêtes pour les chefs incroyables. Nous, le lancement d'une guide Michelin, qui est un phénomène assez récent, c'est assez solennel. Le 50 Best, c'est une bringue sans limite pour les chefs. Et tous les chefs en parlent. Tous les chefs m'en parlent. C'est une bringue sans limite, Hélène Pietrini. C'est ça votre succès, votre clé de succès. J'ai les photos. Non, mais... On a les photos. Daniel Hum m'a fait des photos. Enfin bref, non, sans limite. Enfin, c'est une façon de parler, mais évidemment. Non, mais, et le Goemio aussi a une grande histoire. Le chef, chacun est le Goemio, quand même, cette année, le Moulin Rouge. Donc vous avez passé un cap. Notre objectif, c'est de dire que la gastronomie est un des éléments en fait, de notre art de vivre.
on ne va pas se chamailler, on est là pour faire la promotion de notre modèle sociétal. Faire la promotion de notre modèle sociétal, on ne peut pas limiter ça à la gastronomie. La gastronomie est un des éléments fédérateurs de l'art de vivre et d'un modèle culturel sociétal. Et quand on a été au Moulin Rouge, c'était de dire, eh ben voilà, une des symboliques de cet art de vivre, c'est aussi faire la fête, être heureux, partager un certain nombre de choses. C'est ce que nous avons fait. Alors... Ok pour la fête. J'ai exagéré un peu pour les fêtes. Donc ok pour la fête. Mais comment le guide Michelin a vu fleurir tous ces nouveaux classements? Vous qui êtes le guide le plus ancien, avec quel regard vous voyez ça? Moi, personnellement, c'est positif. Pour moi, là, ça n'engage que moi-même. Mais quand j'étais au guide, je voyais toutes les guides étaient positifs parce que pour que le guide Michelin soit robuste et pérenne, il faut que l'écosystème culinaire, restauration, soit robuste aussi. Et que si les clients regardent le 50 Best, le chef, la liste ou le Goemio, tant mieux. Enfin, nous, on n'a aucun problème avec ça. Mais ce que le guide Michelin a besoin, c'est de voir les restaurants et les chefs qui sont en bonne forme de santé, qui sont avec les restaurants qui gagnent de l'argent parce qu'ils ont des fournisseurs, ils ont des employés, ils ont une famille. Il faut que ça soit, rentable. Et quel que soit le guide qu'on utilise, ça ne fait que croître le monde de la restauration. Donc, c'est très positif. Oui. Le sujet, c'est là, hein, c'est le fait de dire pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour la réussite d'un écosystème, mais quand on y réfléchit bien, le nombre de restaurants en France, enfin de lieux où on peut s'alimenter, c'est 175 000 établissements. Le nombre de lieux dont on parle où nous serions susceptibles peut-être de poser un œil averti, c'est une vingtaine de milliers, sur un environnement mondial qui est de l'ordre de 10 millions. 10 millions de restaurants. Le marketing du 50 Best, mais c'est merveilleux. Un restaurateur qui est, je ne sais pas s'il est là ce soir, mais il habite pas trop loin, et on annonce, les gens me disent, je voudrais une table dans le meilleur restaurant du monde. Eh ben, leur marketing a fonctionné. Après, est-ce que moi je trouve ça normal qu'on puisse dire d'une personne qu'il est le meilleur restaurant du monde? Sincèrement, je ne le pense pas. Je pense pas. Même si j'ai un amour profond pour la cuisine de ce monsieur, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire comparativement à 10 millions de restaurants dans le monde, qu'il y en ait un qui soit le meilleur restaurant du monde. En revanche, je pense que nous sommes là pour noter un certain nombre de différences culturelles et de les montrer à un public qui est de plus en plus éveillé. Et pour ça, eh ben oui, il faut aller dans les restaurants, il faut les noter, il faut faire du journalisme. Et puis surtout, il faut protéger cet écosystème. Parce que si on est là aujourd'hui, c'est parce que le système fonctionne. Or, on ne sait pas pour combien de temps il va fonctionner. Parce que les chefs que je vois avec leur petite tenue blanche, leur col bleu, blanc, rouge, et qui se battent tous les jours pour avoir des jeunes dans les cuisines qui vont accepter de travailler des heures durant, etc., etc., avec tout un ensemble qui font que nous ne connaissons pas les rentabilités. Beaucoup de ces restaurants-là n'ont pas la rentabilité opérationnelle auquel ils s'attendraient. Donc après nos petits débats, oui, sont compliqués. Mais l'avantage, si je peux me mettre, je ne peux pas parler pour vous, Mme Petrini, mais le 50 Best, c'est le meilleur restaurant. C'est facile à comprendre. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas les étoiles, on ne sait pas 1, 2, 3, c'est pas l'algorithme, c'est pas les tocs. C'est 1, 2, 3, c'est le best restaurant. Dans le monde entier, c'est ça. On en parle dans le monde entier. Le meilleur restaurant au monde, c'est facile à comprendre. Vrai ou pas vrai, ça c'est notre débat. C'est pas facile à comprendre parce que je passe mon temps à expliquer. Parce que ça crée quand même beaucoup d'idées d'a priori, de mots, de confusion. Mais on en parle. On en parle. Les gens savent ce que c'est. Mais vous savez ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les classements, les compétitions, les guides, malgré la pression, certaines obsessions, enfin, je pense, comme dans plein de catégories, ça tire vers le haut. Ça pousse quand même à l'excellence, ça donne envie de faire toujours mieux. Peut-être trop, on va dire, ah non mais il faut faire de la com, il faut machin, il faut être faire des quatre mains, des trucs, avoir les noms des inspecteurs, ou attention il vient. Mais quoi qu'on en dise, ça tire vers le haut. Moi je suis pour tirer vers le haut plutôt que niveler par le bas. Mais c'est un élément. Et je pense que pour corroborer ce que tu dis, je pense que s'il y a un engouement de ces classements, de ces guides, et s'il y en a de plus en plus, c'est que le sujet intéresse. Je veux dire, s'il n'y avait que le Michelin au monde, il y aurait quand même un petit peu moins d'intérêt sur la question. Et aujourd'hui, je pense que voilà, s'il y en a beaucoup, c'est comme tu le disais au démarrage, c'est qu'il y a un intérêt
que c'est important, que chacun finalement doit trouver son compte dans tel guide, dans tel classement, selon son ranking ou selon ses confrères, et que finalement tout le monde est content, je pense. Le client final, il ne faut pas le prendre non plus pour un idiot. Pour un idiot. Les gens regardent plein de guides. Moi, j'ai toujours eu le guide Michelin avec moi depuis le départ et le Goemio aussi. J'ai aucun complexe à comparer. Au contraire, les gens comparent, s'inspirent. Oui, d'ailleurs, j'avais juste une question. Qu'est-ce qu'on dit à un chef qui a eu 18,5 au Goemio, mais une seule étoile, ou inversement, qui a eu 2 étoiles, mais que 13 au Goemio, voilà. Qu'est-ce qu'on dit à un chef quand il y a des disparités de classement comme ça? Et comment il peut les interpréter? C'est difficile à comprendre quand même. Dans un cas, il est excellent, dans l'autre, il est moyen. Ou est-ce que vous êtes toujours d'accord entre vous? Ou est-ce que vous êtes... Non, alors ça, vous êtes rarement d'accord entre vous, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une autre façon de le dire? Est-ce qu'il y a des chefs Michelin et des chefs Goemio? Mettons les pieds dans le plat. Moi, je ne trouve pas. Enfin, le message que j'ai toujours passé au chef, il y en a pas mal ici aujourd'hui, que j'ai toujours tenu le même discours. Objectif numéro 1, c'est cuisiner pour vos clientes. Pour réussir dans la restauration, il faut comprendre qu'est-ce que mes clients veulent manger, combien ils veulent payer et dans quelle ambiance ils veulent être. Si vous faites ça, c'est simple à dire, mais c'est difficile à faire. Je peux vous dire que là, à Dubaï, où j'habite actuellement, il y a 6000 restaurants et il y a une compétition féroce. Il n'y a aucun droit... De toute façon, c'est féroce partout, mais vous n'avez pas le droit d'erreur. Donc, il faut que le cuisinier doit cuisiner pour... Et ça, c'est un petit peu le problème. Pour moi, les chefs sont souvent moitié artistes, moitié athlètes, haut niveau. Et l'artiste dont le chef, il veut exprimer sa cuisine, il veut faire découvrir sa clientèle, sa cuisine. Au lieu de dire, qu'est-ce que mes clientes veulent manger, donc je vais cuisiner ce qu'ils veulent manger, et dans une cuisine qu'ils veulent payer pour. Et c'est ça le problème, parce qu'il y a quand même beaucoup de chefs qui s'expriment dans l'assiette, et malheureusement, ils n'arrivent pas à trouver une audience pour ça. Mais après, que le Goemio ou notre guide, parce que vous êtes plus des compilateurs que les testeurs, ça c'est quelque chose qu'on a, on a nos points de vue. Le guide, tous les guides n'expriment qu'un point de vue. En effet. Allez-y. Il y a plusieurs sujets dans la même problématique. La première chose, c'est de dire, d'abord, on se base sur un référentiel. En fait, il y a une idéologie, un référentiel, un mode de pensée. À partir de ce moment-là, on a en face de nous des gens qui sont des enquêteurs. Donc, je reprends ce que disait Michael Ellis, le Goemio. On a des enquêteurs à nous et on paye nos additions. Ça ne veut pas dire que de temps en temps que je ne me fais pas inviter. Hein. Sachez-le, je me fais inviter, je prends beaucoup de plaisir, mais je suis le président, je ne suis pas enquêteur. Mais les enquêteurs payent leur addition. Ces enquêteurs, ce sont comme des chefs, des gens qui ont un parcours de vie. Ils ont beau avoir un référentiel, ils ont beau avoir une ligne directrice, ils ont beau avoir un certain nombre d'éléments liés à l'histoire et à l'ADN, que ce soit des rouges ou des jaunes, ils ont l'histoire de cet ADN. À la fin de la journée, quand vous êtes un individu face à votre assiette, à sa personnalité, à l'histoire des produits, à la technique du chef, à la créativité qu'a bien voulu se donner le temps, le chef, de réaliser dans cette assiette, eh bien vous avez, quoi qu'il arrive, même en voulant faire une harmonisation, une subjectivité d'un résultat qui va amener à des écarts. Et c'est ce qu'on a voulu faire cette année en nommant des chefs hors catégorie. On a nommé 10 chefs au sein d'une académie culinaire pour dire qu'ils sont hors catégorie. Ça fait 25 ans qu'ils font un travail merveilleux de la diffusion du savoir, de la créativité. Que va-t-on faire? On va dire qu'un jour, le 12 février ou le 18 avril, il y a un bar qui était moins bien cuit qu'une autre fois. C'est ridicule. On ne peut plus procéder comme ça. Donc on les a montés à un grade ultime. Ce qui fait parfois la différence, parce que quand je suis arrivé tout à l'heure, je me suis fait achoper 2-3 fois pour des écarts entre les jaunes et les rouges. Et ben c'est aussi une forme de personnalité des deux guides. Oui, c'est pour ça que j'en parle. Hein. C'est un peu Koh-Lanta, non? C'est un peu Koh-Lanta. Oui. Sauf qu'on ne meurt pas de faim. Je voudrais citer un exemple concret. Cette année, tout simplement, le guide Michelin a récupéré le lauréat du 50 Best, Cola Greco, bizarrement, ça ne s'est pas passé depuis souvent comme ça, alors que dans le même temps, Goemio est en train de se micheliniser, si je puis dire, puisqu'il y a des citadelles qui sont définitivement considérées au pinacle, n'est-ce pas, comme Bocuse et Guérard et quelques autres. Donc, on a l'impression là d'une espèce de petit jeu à saute-mouton
Non, assez ça c'est sympathique. vos théories du complot. Non, c'est pas la théorie du complot. J'admire, Hélène, votre légende. J'admire la légende avec laquelle vous nous racontez les 1000 votants, dont un tiers de gastronomes. J'ai noté, il y a quand même un tiers de types qui savent bouffer dans vos... C'est quand même bien de l'avouer, hein, c'est pas mal. Enfin, de le reconnaître, pardon. C'est Koh-Lanta. Hein. C'est Koh Lanta, effectivement. À propos de votre influence, traditionnellement, on dit qu'une étoile au Michelin, c'est plus 30% du chiffre d'affaires. Le Mirazur number one des 50 Best, il est plein jusqu'au mois de juillet, paraît-il. À l'heure où chacun donne son avis, en fait, sur Internet, à l'heure des TripAdvisor, est-ce que vous avez plus, moins, autant d'influence qu'avant? Ah, c'est une bonne question. Qui veut démarrer? Michael Ellis? Bon, d'une façon générale, et selon le pays d'ailleurs, parce que c'est différent d'un pays à un autre, l'octroi notamment la première étoile ou la deuxième étoile ou la troisième étoile, ça change la vie, ça change d'une chef, ça change la clientèle. Mieux en fait d'avoir les chefs pour en parler, hein, parce que c'est eux qui ont vécu ça en live. Pendant mes 7 ans, j'ai fréquenté des centaines, voire des milliers de chefs, et notamment pour savoir après comment ça s'est changé. Et c'est sûr que ça donne un coup de projecteur. Or, pour être vraiment durable, il faut que la cuisine continue d'être au bon niveau. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et ça, c'est l'une des grandes frustrations que j'ai eues au guide Michelin, c'est que les inspecteurs vont plusieurs fois, mais si un restaurant est candidat pour une étoile ou un deuxième ou troisième étoile, l'inspecteur ou les inspecteurs vont aller une fois. Et si le jour en question, le repas en question, il manque, comme disait Jacques, un point de cuisson dans le bar, la décision, c'est que ce chef, cet restaurant, cette équipe n'est pas encore prêt pour passer à l'étoile ou deuxième et troisième étoile. Mais c'est quand même, c'est terrible, parce qu'un chef qui attend toute l'année pour avoir cette expérience, il suffit que, et tout le monde, vous êtes des restaurateurs savent, on peut avoir une mauvaise journée, on peut avoir une journée où il manque un chef de partie, où on s'est engueulé avec son épouse ou son époux la veille, où on est malade. Il y a plein de raisons pour lesquelles, ou un fournisseur n'a pas livré le bon produit. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir un accident en cuisine. Et c'est pour ça que pour la suppression ou l'addition d'une étoile, les inspecteurs retournent plusieurs fois. Mais lors de leur passage, si la consistance n'est pas là, il faut attendre un petit peu. Mais comme je disais à mes équipes, l'objectif n'est pas d'être parfait, c'est d'être au mieux avec les ressources qu'on nous donne. Je pense que la question était évidemment intéressante sur l'influence des uns et des autres. Je pense que ce n'est pas une question de plus ou moins, c'est juste qu'aujourd'hui, la pluralité d'influence a explosé. Il y a 90 ans, je pense qu'à part le guide Michelin, il n'y avait pas grand-chose. Donc en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a, mais comme dans tout, comme dans l'information globale, il y a une multiplicité de sources d'information. Après, je pense que c'est à chacun, et comme le disait Hélène, et Michael, c'est à chaque client d'aller voir la source qu'il a envie de voir. Je veux dire, si demain il a envie d'ouvrir un guide Michelin ou un guide Goemio, il fait bien ce qu'il veut. Donc c'est vrai que pour moi, c'est pas plus ou moins d'influence, c'est juste une pluralité d'influence, et ça s'est clairement démocratisé, et il y a beaucoup plus d'informations qu'avant. Mais ça, c'est sociétal, c'est ce que tu disais, surtout, c'est une réalité. Alors, on me signale qu'il y a beaucoup de questions de la salle. Peut-être que Caroline, on peut passer directement aux questions. Dans la salle. Il y a des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a un micro qu'on peut faire circuler d'ores et déjà? Ou est-ce qu'on a tout concentré ici? Non, il y a un micro. Alors, qui veut commencer? Oui. Merci de me laisser la parole, Régis Marcon. Ce que je retiens aussi de ce que vous dites, et pour nous, comme on le ressent dans nos entreprises, il y a la complémentarité. C'est ça qui est intéressant. On ne pourrait pas avoir qu'un seul guide. Mais ça m'amène à me poser une question et en même temps proposer un petit peu le challenge. Moi, pour avoir connu Saint-Bonnet il y a 40 ans, tout seul, et l'ascension grâce justement à des dénicheurs, hein, à l'époque c'était le Goemio, j'ose le citer d'ailleurs, le Michelin a suivi. Moi, c'est un peu ce que je vous proposerais, c'est aller un petit peu plus en dehors des villes. Parce qu'on a un réel problème en France, c'est pas que français d'ailleurs. On a des petits villages qui meurent. On a besoin, et on sait que le gouvernement pousse beaucoup, par la force des choses, bien entendu, pour réhabiliter les petits bistrots, les restaurants. Et je pense qu'il y a vraiment un travail que vous avez à faire de sortir un petit peu des villes. Alors, je ne critique pas du tout le City Best, mais c'est souvent, on le voit dans les grandes villes, et ça, je peux le comprendre d'ailleurs. Mais allez, faites l'effort d'aller dans ces petits villages, d'aller encourager des jeunes qui démarrent, qui des fois ont de la peine, ne seront pas peut-être des grands talents, et alors, pourquoi pas, c'est pas le problème.
c'est qu'au moins ça fait revivre des petits villages. Aidez-les, s'il vous plaît. Merci. Alors, est-ce que les guides sont trop urbains? Si je peux me permettre, est-ce que les guides sont trop urbains? Monsieur Marcon, bonjour. On se voit régulièrement depuis quelque temps. Juste parce que cette question est beaucoup plus large et pas pour faire la promotion du Goemio, mais nous avons lancé donc les itinéraires gastronomiques. Et l'objectif des itinéraires gastronomiques du guide Mio qui démarreront à partir de janvier, c'est justement d'aller au fin fond des territoires pour justement réenchanter ces très beaux villages où on va trouver un certain nombre de petits, grands, merveilleux établissements. Et en tout cas, si nous voulons que nous, nos enfants, continuent à vivre, revivre les emblématiques villages de France, eh ben, il faut qu'on s'y mette tous. Et nous, c'est ce que nous allons faire avec les concurrents des GR que vous connaissez. Eh ben, les GR7, GR20, nous inventons les IG. Et ces IG commencent dès le mois de janvier. Et nous allons mettre en avant l'ensemble de la petite, grande gastronomie de village en France. Voilà. Alors, Hélène Pietrini, est-ce que vous allez ajouter un tiers de collège rural, du coup, à votre... ou un quart? Plus Ça la fera moitié de beaucoup de tiers. femmes. Hein, Quelques gilets jaunes, ça serait pas mal. Il marche? Oui. Ouais. Ah, il y a Monsieur Marcon qui s'en va. Il revient. Il revient. Il est avec nous. Non, mais c'est plus facile pour moi quand je suis française et que je pense pouvoir comprendre ce que dit Monsieur Marcon. Évidemment, le 50 Best, c'est 50 restaurants. Ça fait très cerise, crème, top 50 exclusif de tous les restaurants du monde entier. Donc c'est vrai qu'il n'y en a pas assez dans 50. Et c'est vrai que dans les 50, j'ai plus de 20 pays qui sont représentés et il y en a 5 en France. Voilà, ça c'est cette année le résultat de la méthodologie des 1000 personnes qui votent. Dans ces 1000 personnes, il y en a 40 françaises, le reste c'est des étrangers. Ça pose quand même, moi je pense, des questions sur comment on met en valeur la gastronomie d'un pays, à qui on communique, qui on attire. Et je suis la première à dire, quand vous venez à Paris, n'allez pas que dans les restaurants à Paris, dans les palaces, mais allez en province, dans les villages. Donc on a sûrement tous une responsabilité. Moi, en tant que 50 Best, qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai. Qu'est-ce que je peux faire pour aller dans votre sens? Alors, quand on fait des recommandations de vote, on encourage les gens à aller au-delà des restaurants classiques qui viennent en top of mind constamment. C'est pas assez. Bon, ça, c'est sûr, je vais pas faire grand-chose avec ça. Bon, c'est la moindre des choses de le faire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est mettre la lumière dans tout le contenu qu'on produit sur des restaurants qui changent un petit peu de tous ceux qu'on voit partout. Et si vous regardez sur notre site internet, on vient de lancer quelque chose de nouveau qui s'appelle 50 Best Discovery, qui partage avec un système de recherche par ville tous les restaurants et les bars qui reçoivent un certain nombre de votes. Donc là, j'ai plus de 200 restaurants français qui sont listés sur le site internet 50 Best. Donc je vais un petit peu au-delà des 50. J'en ai plus de 1000 dans le monde entier et il y en a plus de 200 en France. Vous venez de parler de recommandations de vote. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire que quand les 1000 personnes votent, donnent 10 restaurants, j'ai 10 000 et quelques votes. Donc j'ai des milliers de restaurants qui sont recommandés. J'ai eu des sueurs froides. Ah ouais, non. Après, je pense, alors Régis a Après, raison. on a une question dans la salle de Jacques Pourcel, je crois. Régis a raison. Après, je pense que c'est pas le rôle non plus des classements internationaux de faire émerger des villages. Dieu sait que nous, pour le coup, depuis 35 ans, si on va pas dans les petits villages, voilà, je pense qu'on y va beaucoup. Je pense que les guides, c'est aussi leur métier d'aller dans les villages. Après, sur des classements internationaux, comme tu le dis très bien, la proportion, c'est injouable. Et tu parlais tout à l'heure de chiffres, il y a peut-être 10 millions de restaurants dans le monde. Enfin, on est hors sujet, en fait. On peut pas. Voilà, chaque chose a un rôle. Une question de Jacques Pourcel. Oui, moi je connais les guides de l'extérieur et de l'intérieur, donc puisque je suis un peu des deux côtés. Et en fait, aujourd'hui, on voit une sacrée évolution quand même. J'ai l'impression que les guides, enfin, ne serait par exemple le 50 Best, on ne juge pas l'assiette, on juge l'expérience. L'expérience, c'est vraiment le mot à la mode. C'est-à-dire aujourd'hui, si on ne fait pas vivre une expérience à son client, on n'est plus dans le coup. Alors moi, il y a des très très bons cuisiniers aujourd'hui qui sont d'excellents chefs. Ils se concentrent sur l'assiette. Et bon, s'il n'y a pas l'expérience, ben, ils ne seront jamais en haut des classements. Donc aujourd'hui, en fait, les choses ont changé depuis quoi, 7-8 ans, depuis Instagram, depuis Facebook. Voilà.
on cherche à vivre l'expérience et le client cherche aussi à vivre une expérience. Donc en fait, ça chamboule tout. Et je crois que les chefs aussi ont un peu de mal à se retrouver là-dedans. Parce que bon, quelle expérience je vais faire vivre à mon client? C'est ça qu'il faut se poser comme question aujourd'hui pour être dans le haut du panier, j'ai l'impression. Bah, l'expérience client est quand même démarre avant que l'assiette arrive devant lui. L'expérience client, on dit même que ça démarre quand on fait la réservation au sein des restaurants. C'est à mon avis la façon dont vit le client une expérience dans un restaurant. C'est de la réservation jusqu'à raccompagner le client à la sortie. Tout rentre en compte maintenant. C'est quand donc c'est une mise en scène, quoi. C'est une mise en scène depuis le début. Je ne sais pas si c'est négatif. Non, mais tout compte. Oui, c'est un choix. Moi, je sais que l'un des challenges quand j'étais au guide Michelin, c'est justement le guide ne prend pas ça en considération. Et on était piloriés des fois pour envoyer des clientes là où on mange très bien, mais on a l'impression d'être chez sa grand-mère. Enfin, dans un décor vieillot. Enfin, je me rappelle très bien, j'avais ma femme il y a quelques années, avant que j'étais au guide, dans un restaurant que je ne vais pas nommer à Albertville, qui avait 2 étoiles, où on a mangé extrêmement bien. Mais le décor et l'ambiance n'a pas plu à ma femme. Elle me dit, ce type de restaurant, je ne veux pas. Ça peut être le meilleur repas au monde, la meilleure cuisine au monde, mais ça ne m'intéresse pas. Je veux quelque chose qui est différent, une expérience. Donc, mais par contre, il y a d'autres personnes qui vont peu que pour la cuisine. Ils s'en foutent de l'ambiance. Donc, encore une fois, heureusement qu'il y a autant de guides parce que chaque consommateur peut choisir le guide qui correspond à ses attentes. Et je pense que c'est exactement... Ça dépend de quel côté on se place, en fait. Soit on se place côté client et on a envie de vivre une expérience, soit on se place côté chef. Et là, moi, je fais mon travail de faire une bonne assiette. Le chef, il n'est pas... Évidemment qu'aujourd'hui, c'est fantastique si le chef, il arrive à réfléchir l'expérience dans sa globalité. Enfin, à la base, un chef, c'est quand même quelqu'un qui cuisine. C'est pas quelqu'un qui va penser l'avant, le pendant, l'après, le 1 mois après, le 2 mois après. Alors après, quand les gens y arrivent, c'est fantastique et c'est peut-être pour ça qu'ils sont en haut des classements. Mais il y a quand même 2 visions. Il y a la vision client et il y a la vision homme qui fait son travail au quotidien. C'est quand même 2 choses différentes. Et justement, quand Marc Vera, Cyril Lignac ou Sébastien Bras rendent leurs étoiles, ça fait l'affaire des autres ou c'est mauvais pour tous les classements? Bon, d'abord, il faut dire qu'un chef ne peut pas rendre ses étoiles. Je crois qu'on l'a dit haut et fort depuis très longtemps. Une étoile, c'est un point de vue. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais on ne peut pas le rendre. Ce n'est pas physique. Mais on peut demander à ne pas figurer dans le guide. On peut demander de ne pas figurer dans le guide, absolument. Et c'est sûr. Mais bon, ça, c'est aussi un autre choix. Et ça décrédibilise l'ensemble des classements ou c'est l'affaire du guide Michelin seulement? Bon, je pense pas. Après, pour une telle raison, si un chef ne veut pas y être, bon, ça c'est mon point de vue. C'est pas forcément partagé avec le Michelin. Hein. Moi, je vais pas imposer. Moi, j'assume. C'est moi qui ai pris la décision d'exclure Sébastien Bras du guide Michelin. Bon, l'année d'après, il était remis avec une étoile de moins. Moi, je pense que si un chef, un établissement ne va pas être dans le guide, on ne va pas les forcer. Ça c'est point personnel. Mais bon, après, on peut décider ce qu'on veut. Mais en général, dans aucun cas, ça ne retire la crédibilité d'une guide, sauf s'il y a des dizaines, des centaines, des milliers de restaurants qui ne vont pas être dans une guide. Ça, c'est autre chose. Michael, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de la presse de Séoul avant-hier matin qui fait allusion à des pratiques assez bizarres d'une sorte de Michelin broker, c'est-à-dire d'un type qui vendrait des 3 étoiles. Oui, bon, là encore, je ne travaille plus pour Michelin depuis 1 an et demi, mais ce que je sais, et ce n'est pas la première fois que ça arrive, d'accord, il y a les gens, et cette personne en question n'avait rien à voir avec les guides Michelin, il était avec Robert Parker, le fameux critique de vin que Michelin a racheté il y a quelque temps. Cette personne n'a absolument rien à voir avec Michelin, mais il y a des personnes aujourd'hui, il y a plusieurs types de personnes qui soit vendent leur expertise culinaire pour aider les chefs, souvent les anciens inspecteurs qui vendent leur expertise pour aider les chefs à aller vers le 1, 2 ou 3 étoiles. Donc ça, après, c'est le chef à décider, c'est un chef à décider s'il veut faire appel à ce type d'expertise, si c'est intéressant ou pas. Ça, je ne peux pas le dire. Après, il y a d'autres personnes qui sont malhonnêtes, qui font croire aux restaurateurs qui travaillent pour le guide Michelin, où ils font partie de l'équipe, et moyennant l'argent, ils peuvent octroyer les étoiles. Mais ça, c'est
c'est des escrocs, hein. C'est une arnaque, c'est des escrocs parce que c'est absolument faux. Et malheureusement, aujourd'hui, personne, et si demain quelqu'un se présente à Goemio, disons la même chose. C'est un mix. C'est quand vous aurez fusionné. Le Go et Michelin, ce serait... Go Michelin, allez, voilà. Donc voilà. Merci pour cette réponse. Personne n'est à l'abri de ça. Merci pour cette réponse. Je crois qu'il y a beaucoup de questions encore dans la salle, il me semble. Hein. Il y avait une question qui nous arrivait. Oui, monsieur. Est-ce que quelqu'un peut lui transmettre un micro? J'ai une question qui m'est arrivée par Facebook, mais priorité à la salle. Allez-y. Go ahead. Thank you very much. It's a pleasure to be in front of you and to listen your discussions, because I think you're the gurus of the, promotion of the world gastronomy. I'm cannot talk from Georgian name, but I can talk about citizen of the Georgia. So Goemio is already in Georgia. The world best also came in our country. We're highly expecting to see the Michelin as well, and it's, I think, the question from Mr. Michael Ellis. What do you think about Georgian gastronomy, and how long it will take your team to, I think, visit Georgia? La plupart des guides sont en Géorgie, pour simplifier, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et vous alors, Michael Ellis, le Michelin, quand est-ce qu'il découvrira la cuisine de Géorgie? First of all, I have to say I no longer work for Michelin, so I can't speak for them, but I will just say I know Georgian cuisine. I've went to Tbilisi to visit. It's a wonderful country. You have incredible wine, 8,000 years of winemaking. The food's very good. Donc 8000 ans de fabrication de vin, c'est une cuisine exceptionnelle. Voilà. Vous êtes allé là-bas? I have, as part of Jumeirah, not part of the Michelin Guide. So I'm sure you were on. I know when I left Michelin, there was a pipeline filled with future destinations. Quand j'étais au Michelin, il y avait plein de destinations qu'on voulait explorer. And I can only hope that Michelin will one day come to Georgia, because it certainly would be a worthwhile venture for them. Donc j'espère très sincèrement qu'on pourra y aller un jour, que le Michelin pourra y aller un jour. Jacques Bali, vous vouliez intervenir? Non, moi je suis Go Michaud, donc ça va. Non, à moins qu'il y ait la question Facebook, sinon je voulais parler de l'expérience de... Non, la question Facebook, c'était dans quelle mesure aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas devenus des animateurs de communauté plus que des guides? Est-ce qu'au fond, le succès du 50 Best, c'est pas d'avoir créé une communauté autour d'un classement? Si. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cet aspect communautaire qui est très important? Ça a été une conséquence du classement, puisqu'une fois par an, on a ces cérémonies. Vous faites bien la fête, apparemment, d'après ce que nous dit Michael. Je fais du marketing de la bringue. Non, mais... Je suis désolé, maintenant je suis marqué, mais c'est vrai. Mais on a les photos quand même. Ah oui, on rigole bien. Ça a été la conséquence des cérémonies où les chefs ont commencé à se déplacer du monde entier pour assister aux cérémonies. Et Mauro en parle très bien. Il y a 15 ans, tous les chefs d'Amérique du Sud, d'Asie, des pays du Nord, d'Italie, d'Espagne ne se connaissaient pas. Et ils ont commencé à créer des liens d'amitié, des liens de business, des liens de collaboration et d'échange aussi. Et ça a favorisé, c'est vrai, une communauté de chefs internationaux. Ensuite, on a dit que c'était un petit groupe exclusif, mais on a beaucoup ouvert. Voilà, c'est pas une cérémonie fermée, c'est une cérémonie ouverte. Et quand un chef français me demande d'assister, aucun problème, il est le bienvenu. Mais c'est vrai que ça crée une communauté mondiale. Moi, j'avais pas compris la question. Je pensais que vous parliez des communautés, de ceux qui consomment. Moi, je parlais aussi des clients. Je sais que pour le Goemio, je parlais effectivement de... C'est une très bonne réponse. Parce que je pense que la plus importante... Je sais que le Goemio, vous avez sur le site internet notamment essayé de fédérer des gens qui sont des gastronomes et qui participent un peu à votre activité. En fait, je crois qu'il y a... Et encore une fois, il n'y a pas de polémique. Chacun, voilà, le meilleur restaurant du monde, les 50, etc. Mais on est dans un environnement, un écosystème qu'on doit protéger. Donc en fait, moi, quand je vois travailler le 50 Best, je dis ok, très bien, et ce n'est pas une attaque. C'est la plus belle agence de voyage du monde. Ils ont fait, dans les 10 dernières années, un coût marketing phénoménal. Et s'il devait y avoir un business case dans les MBA, eh ben, c'est eux qui devraient avoir la chair du business case marketing. Voilà, ils ont réussi. Mais moi, mon job, c'est pas ça.
Mon job, c'est de me dire que vous allez dans tous les territoires de France ou dans des très beaux arrondissements parisiens et vous avez des magnifiques bistrots, petites tables, restaurateurs indépendants, etc., etc. Et on va y trouver des lieux. On parlait d'expérience. Non, ce n'est pas forcément des endroits où on a mis 1 million, 2 millions ou 10 millions de travaux. Ce sont des lieux de vie, ce sont des lieux sociaux, ce sont des lieux sociétaux, où maintenant il y a un nouveau concept qui est le sociétable. C'est-à-dire que je parlais avec un chef du Pays Basque qu'on va honorer très bientôt et qui achète que des produits de producteurs à moins de 20 km autour de chez lui. C'est ça l'évolution. Il va nous faire sa cuisine de terroir et de territoire. Tout le reste, ça n'a finalement pas d'importance. C'est nécessaire pour faire vivre l'écosystème. Moi, je suis très fier qu'on parle de Mauro Colagreco à travers le monde. Ça fait parler de la Côte d'Azur, ça va faire attirer des clients sur toute la Côte d'Azur qui ne vont pas manger chez lui tous les soirs et donc qui vont consommer de l'hôtellerie, qui vont consommer des tas d'autres choses. Mais je pense qu'il faut aussi revenir et remettre l'église au cœur du village et de se dire il y a tout un écosystème qui fait super bien son travail et nous, notre mission, c'est tout cet écosystème. Et ce n'est pas parce qu'on parle toujours des 80 magnifiques ou des 90 grands chefs, par exemple, pour la gastronomie française, qu'on ne passe pas notre quotidien à mettre en avant l'ensemble de ces chefs qui, au quotidien, l'expérience, c'est quoi? C'est d'aller chez eux, sur leur bistrot, et manger des plats du jour qui sont à 15, 16, 18, 22, 32, et pas forcément 90, 120, 150. On met en avant un écosystème pour l'ensemble de la filière. Et je pense qu'en fait, chacun à son niveau et dans son écosystème crée des communautés. C'est-à-dire que nous, depuis longtemps, on le fait en France sur les professionnels. Michelin le fait depuis 100 ans sur le consommateur. Le 50 Best le fait de façon à l'international. Enfin, voilà, je pense que c'est des communautés qui se créent en fonction de ce qu'ils vont rechercher, comme je disais tout à l'heure, et chacun trouve un petit peu son point d'ancrage dans cette communauté. Le mot gourou, pardon, le mot gourou qui a été employé par notre ami géorgien, vous le recevez comment? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce mot? Est-ce que vous êtes les gourous de la gastronomie? Non, on sent que non. Hein. Non. Bah. Pardon, je voudrais juste apporter une ou deux précisions sur les chefs qui viennent aux grandes cérémonies, aux bringues, comme était dit tout à l'heure, pour vous annoncer que le 2 décembre prochain, la liste... Vous faites votre bringue à vous. On fait une bringue extrêmement chic au Quai d'Orsay, où 82 chefs étrangers vont venir en payant chacun leur billet d'avion. Ce qui est quand même bravo. Tout à fait différent de certaines autres que je ne nommerai pas. Alors, est-ce qu'il faut payer ses billets d'avion? C'est un autre débat. Je crois qu'on a une question de Francis Luzin dans la salle. Le modèle économique de chacun, je crois qu'il faut le garder pour lui. En revanche, pour rejaillir sur la Géorgie, Goemio, vous pratiquez des franchises, alors que le Michelin, lui, fait des guides et il maîtrise l'ensemble de ses guides. Comment vous maîtrisez vos franchises dans vos différents pays? Ah, monsieur Luzin, quel plaisir de vous avoir en face. Alors, d'abord, ce ne sont pas des franchises, ce sont des licences. Donc, il y a une différence culturelle importante. Ensuite, il y a deux notions. Nous faisons les deux. Nous faisons de la licence et maintenant de la caution, entre guillemets, comme peut le faire le Michelin. Ben, c'est un référentiel. Il y a deux niveaux d'organisation de nos licences pays, comme ça peut l'être avec nos amis géorgiens. La grille, c'est-à-dire notre grille, notre savoir-faire opérationnel est synthétisé dans des books de best practice que nous avons. Quand nous recrutons un licencié dans un pays, la réalité, le cœur du dispositif, c'est le chef enquêteur. Vous connaissez peut-être ou vous ne connaissez pas notre chef enquêteur qui est Marc Esqueré. La responsabilité de Marc Esqueré et d'une de ses collaboratrices est de dupliquer le modèle d'évaluation dans le pays distant. Ça se passe très très bien. Nous avons un souci majeur qui n'est pas réglé aujourd'hui. Et donc, monsieur Luzin, je vais vous dire ce qu'est ce souci majeur. C'est qu'un 19 sur 20 à Sydney ne vaut pas un 17 sur 20 à Paris. Et un 14 sur 20 à Genève, qui est le pays avec la Belgique où le Goemio est plus puissant que l'équipe rouge, ne vaut pas un 18 sur 20 dans un autre pays. Il y a des écarts d'harmonisation qui sont non pas liés à la technicité ou à la pratique des enquêteurs sur place, mais à l'appréhension personnelle d'un modèle culturel. Et ça, c'est extrêmement compliqué à gérer. Mais à part ça, nous arrivons à harmoniser. Alors peut-être une dernière question. Alors avec un micro, Emmanuel, avec un micro.
Il arrive. Question d'Emmanuel Rubin. Non, mais s'il y a un décalage, justement, il faudrait peut-être l'expliquer. Parce que je pense que c'est pour ça que le public a de plus en plus de mal à suivre vos guides et vos classements. Et se déconnecte de plus en plus. Et va se connecter peut-être sur des sites ou sur des réseaux sociaux qui sont moins légitimes et moins experts que vous. Mais comme votre méthodologie, je suis désolé, votre modèle économique, on n'en a pas parlé, on ne le comprend pas. Et quand vous nous dites, oui, je suis d'accord avec vous, c'est vrai, un 17 sur 20 à, je sais pas moi, à Dijon, c'est pas un 17 sur 20 à Paris, bah faut l'expliquer. Si vous l'expliquez pas, comment voulez-vous que le public comprenne? Et pire, que le chef comprenne. Et après, vous m'étonnez que les chefs vous en veuillent, soient paumés, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils ont une étoile et pourquoi vous la lui retirez. Alors, faudrait peut-être, c'est ça qu'il faut parler. Et de la même manière, entre quel est le rapport entre un guide et un classement? Et alors, le 50 Best, c'est formidable. 50, 100 restaurants dans le monde. On ne parle pas du reste du monde. Alors là, l'image portée est très forte, coup marketing. Et vous, effectivement, Michelin, Goemio, vous faites certainement un travail de fond avec plusieurs adresses, mais chaque année, l'image portée, c'est toujours le Grand Raoult, au Moulin Rouge ou ailleurs désormais, avec des 3, des 2 étoiles, et on ne parle pas de tous les autres restaurants. C'est peut-être aussi vos notes et vos classements qui sont à revoir. Alors, une dernière question, c'est bien, bien musclé. Alors d'abord, cette année, comme je vous l'ai dit en me présentant, j'ai pris la présidence le 7 janvier et la première chose que j'ai faite, c'est demander aux équipes. Au début, je voulais supprimer le guide papier. Je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Pourquoi je voulais supprimer le guide papier? Parce que l'écart linguistique, sémantique entre le guide d'une année ou d'une autre, c'est très peu. 95% des informations à l'intérieur sont les mêmes. Je me suis dit, il faut qu'on aille dans la nouveauté. Pour des raisons diverses et variées, mais liées à du business model, à du sonnant et trébuchant, on l'a gardé. Cette année, on sort le 109. C'est quoi le 109? Le 109, c'est les 109 nouveautés que nous proposons au public d'aller découvrir. Et là, il y a des 10 sur 20, il y a des 12, des 17. Il y a une grande majorité entre 12 et 14. On a invité ces gens-là, ces chefs-là, ces personnalités-là à notre gala. Pourquoi on était au Moulin Rouge? C'était pas pour flamber. C'était pour l'art de vivre à la française. C'était pour stopper le French bashing. C'était pour arrêter de tous se mettre sur la gueule, de se faire une compétition sans cesse de plus en plus difficile et dire on a tous intérêt, tout l'écosystème réunis ici avons intérêt à collaborer, même si parfois nous sommes en compétition. Le problème de l'harmonisation de la note, il est entre Paris-Province, mais il est aussi entre 2 enquêteurs et il est aussi dans l'ADN même d'un modèle d'évaluation. C'est complexe à harmoniser. Moi, j'ai pris un engagement en 2020, la sortie du guide novembre 2020 pour 2021, c'est déjà que l'ensemble des notes des Goemio sur la planète soient harmonisées sur le même modèle culturel. J'espère que je vais tenir mon engagement et nous communiquons, j'espère que vous l'avez remarqué, nous communiquons de plus en plus sur la transparence de nos enquêteurs et la manière dont ils évaluent et qu'ils restituent. La seule chose que je voulais dire, c'est que vous venez d'arriver effectivement, donc c'était pas un procès contre vous, mais il y a du boulot chez Goemio. Oui. Je vais essayer aussi, il y a un autre point que vous avez soulevé qui est très important. Quand on regarde dans les 26 pays où le guide Michelin existe et il y a plus de 20 000 restaurants dedans, dans les 26 éditions, il n'y a qu'entre 12 et 15% qui sont étoilés. Or, on ne parle que des étoiles. La vaste majorité des restaurants ne sont pas étoilés. Et ça, c'était aussi, on parle des bibes gourmands aussi. Ça, c'était l'une des plus grandes frustrations que j'avais dans mon poste, c'est qu'on pense que le guide Michelin n'est que des étoilés, mais ce n'est qu'une toute petite partie des restaurants. Et la vaste majorité des restaurants commencent dans le guide sans l'étoile, avant de passer de 1, 2 et éventuellement 3. Donc, donc on était là-dessus. Maintenant, je suis parti, on n'a pas pu aboutir à ça, mais je suis absolument d'accord avec vous. C'est pour ça que aussi j'ai poussé pour la création pour l'assiette Michelin, parce qu'avant, il n'y avait aucune tangibilité sur le fait d'être dans le guide sans étoile ou bib, on n'avait rien. Donc maintenant, ils ont une étoile, mais je suis absolument d'accord avec vous. Il faut qu'on parle des restaurants qui sont dans le guide, mais sans étoile. Après, on a quand même juste au démarrage parlé d'objectivité et de subjectivité. C'est quand même, enfin, c'est ton métier, tu le sais très bien. On ne peut pas parler ou classer sans parler de subjectivité. C'est quand même donc. Oui, je suis d'accord. Si ce n'est que j'expliquais tout à l'heure, nous, on est critiques gastronomiques et des journalistes gastronomiques. Vous êtes figés dans un temps qui est celui de l'édition.
Alors, vous allez peut-être en sortir avec le digital, mais aujourd'hui, l'image portée, elle est quand même celle d'une note qui va rester d'année en année. C'est bien Goemio 2019, 2020, 2021. Nous, on a le rythme de la presse. La respiration du journaliste, c'est au mieux mensuel. Au-delà, c'est de la revue, de l'édition. Nous, on n'est pas dans l'édition et on ne fiche pas les choses. Quand vous faites une erreur, vous ne pouvez pas la rectifier avant 1 an. Je crois qu'il y a des problèmes des fois dans vos guides et ce n'est pas un reproche. Quand vous les sortez, plein d'adresses ont déjà disparu, ont changé de téléphone, et voire de carte, voire de plat. Moi, je suis désolé, je travaille dans un quotidien, dans un hebdo. Je peux éventuellement, ça s'appelle le droit de réponse, le droit de rectification, régler ça, et sur le digital, même sur le papier, pour leur faire plaisir. On n'a pas le même rythme, on ne fait pas toujours le même métier. Ah, un mot de conclusion peut-être de chacun d'entre vous, après ce débat qui a été intéressant, passionné. Oui, en matière de classement, de guide, je crois que la multiplicité des intervenants est tout à fait positive, incontestablement. Elle veut dire, même si elle sème de la confusion, même si elle crée un certain communautarisme, je dirais du goût, des goûts, bon, pourquoi pas. Mais le sujet qui est assez fondamental, c'est quand même que chacun puisse développer des attitudes et des comportements crédibles par rapport aux choix qui sont faits. C'est-à-dire, allons-y, les financements qui sont recherchés pour faire ces classements. Voilà. En effet, la digitalisation de la donnée et son accessibilité au public et aux communautés qui consomment ou qui sont les clients, ça va être l'enjeu d'une harmonisation globale de tout ce que nous faisons. Je crois qu'il ne faut pas débattre comme on le fait là. La réalité, c'est que l'ensemble de l'écosystème est éco-responsable entre eux, parce qu'il y a les 50, il y a les 1000, il y a les ceci, il y a les cela, les Go Michelin, là, etc. Et c'est l'ensemble de cet écosystème qui fait la réussite d'un métier. Moi, je n'ai pas envie de batailler avec les uns les autres sur des sujets comme ça. Moi, je considère que nous avons une responsabilité sociétale. Et cette responsabilité, c'est cette défense. Moi, je suis un grand patriote. Ce que je veux, c'est que la France gagne. La France gagne par sa gastronomie. La France gagne par ses territoires. Et que les chefs qui sont en France, ils puissent voyager, ils puissent gagner de l'argent quand ils vont faire leur petite phase de consulting et vite revenir dans les restaurants, et puis que nous soyons tous à faire la promotion de ce magnifique pays. Après, savoir si on sort tous les 3 jours, si sur notre site digital on remet une information en temps réel, je pense que oui, il y a des améliorations évidentes. On n'a jamais prétendu, et moi le premier, que le guide faisait parfaitement bien son travail. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait encore beaucoup de travail. Oui, je le sais, et on va le faire. Mais l'objectif pour moi, c'est surtout de vous dire, ce qu'on fait là, on le fait pour vous, et on le fait pour nous tous réunis. Et c'est ça la plus grande chose. Oui. C'est très bien dit, et je pense que de toute façon, dans chaque système et dans chaque univers, hein, pas que la gastronomie, tout est critiquable, tout est subjectif, tout est compliqué. Après, et preuve en est, si on est tous là, c'est que, comme le dit Jacques, on est là juste pour défendre la même chose. Chacun à son niveau. Nous, on promotionne cet univers depuis plus de 30 ans, et je pense que c'est important que chacun garde en tête effectivement l'écosystème qu'on veut faire vivre, sur lequel, on ne va pas se mentir, on parle de business model, on vit aussi un peu, tous autant qu'on est, mais il faut leur donner beaucoup pour recevoir, quoi. Oui, juste pour dire, je pense qu'à travers les années et à travers le monde, j'ai vu qu'il y a une vraie évolution, voire une révolution dans la consommation des restaurants, surtout avec les jeunes générations. Et je pense que pour être pertinente, il faut que nous tous, on a besoin vraiment de veiller sur le fait qu'on offre une opinion, un point de vue, les awards, quel que soit le contenu qu'on veut donner à cette nouvelle génération. Sinon, on va disparaître très rapidement, parce qu'il y a une vraie révolution en train de se passer. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en étant tous assis devant vous, ça montre quand même qu'on n'a pas envie de perdre du temps à se tirer dans les pattes. Que quand il y a des critiques, on est là pour y répondre, que l'opacité, c'est se mettre nous-mêmes en danger dans la durabilité de chacune de nos entreprises. Donc il faut que ce soit un écosystème constructif et positif. Et en tout cas, je pense qu'on a tous des devoirs
de responsabilité, d'irréprochabilité dans la façon dont on fait notre job au quotidien. Il n'y a pas de bête noire, il n'y a pas de French bashing. Il y a un monde qui change, c'est tout, et on essaye de faire notre job au mieux. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci.